Le premier personnage qui est présent dans l'ouvrage, c'est l'otaku. Alors, est-ce qu'on est seul, enfermé sur Internet, ou est-ce que cette image de l'otaku est la peine mal? Oui, c'est le premier, bon, pas en termes de page peut-être, mais certainement c'est une question qui est assez foncière, parce qu'on a été confronté pendant désormais 20 ans et plus à ce discours de Internet en tant que vecteur de désocialisation, donc en gros qui nous expose à des nouvelles solitudes. Je pense aux travaux de Sherry Turkle. Dernièrement, il a pris une position extrêmement forte en disant on est ensemble mais on est seul sur Internet, alone together, donc c'est sa formule. Et donc du coup c'est important de traiter cette question en passant par ce personnage qui est un personnage à mon avis marquant, culturellement assez reconnaissable, même s'il est très japonais, et qui donc est caractérisé par un certain retrait, une certaine manière d'interagir, seulement médiatisée par justement les ordinateurs et les dispositifs informatique sociale. Dernièrement, on a parlé beaucoup de hikikomori, qui est une autre manière de dire qu'il y a une génération de personnes isolées. Si nous regardons vraiment les usages de ces otaku, on se rend compte que ils ont leur propre culture, ils représentent un milieu social à part entière, qui est un milieu social qui en plus est capable d'influer non seulement la culture japonaise au sens large, mais ils sont capables d'influencer aussi la culture mondiale au sens large. Et nous sommes aujourd'hui face à une situation assez paradoxale. Ces figures de la solitude, en réalité, c'est des figures de la société tout entière. Et c'est intéressant en plus de regarder comment ils se servent de chat à une époque sur Internet, de réseaux sociaux informatiques du type Mixi. C'était l'exemple Mixi, c'était un peu pas le Facebook, mais le MySpace japonais à un certain moment. Et ce Mixi-là était caractérisé par un style qui était caractéristique vraiment ambiance feutrée, relation moins affirmée que sur les homologues occidentaux, par exemple. Et la capacité, par exemple, de voir qui a visité votre profil. C'est possible de ne rien dire, mais aller visiter le profil de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une manière d'établir une certaine distance qui est rassurante et qui, en même temps, permet aussi de préparer l'interaction sociale. Otaku veut dire « je te tiens à distance ». C'est une manière de parler aux autres, c'est une manière de dire « toi » aux autres, mais c'est une manière de dire « toi et moi, nous sommes dans la distance ». Voilà. Et c'était important de souligner qu'il n'y a pas seulement de la solitude, mais derrière cette solitude affichée, il y a peut-être une manière de préparer l'interaction sociale et de la maîtriser mieux, aussi grâce aux réseaux sociaux d'Internet. Comment on se situe aujourd'hui le débat sur cette idée qu'on a une crise profonde du lien social dont les écrans, et notamment l'écran d'Internet, sont responsables? Historiquement, on a connu dans les années 90 un ensemble d'études qui allaient dans une direction très précise, qui consistait à dire si on passe trop de temps sur Internet, on se désocialise. Je pense notamment à une étude qui a été menée à la moitié des années 90 dans la ville de Pittsburgh par Robert Kraut et son équipe, qui consistait à suivre un certain nombre de familles qui venaient d'installer, figure-toi, Internet à l'époque. Donc Internet à l'époque, c'était des modems qui avaient des problèmes de lenteur de connexion. On avait en plus vraiment un besoin d'investissement cognitif pour pouvoir savoir comment se servir de ces dispositifs. Je dis ça parce que tout simplement les résultats de Robert Kraut étaient que les personnes qui avaient des usages plus développés, donc qui passaient plus d'heures sur Internet, avaient des niveaux de bien-être personnel moins importants que les personnes qui n'étaient pas sur Internet, avaient selon lui une rupture des liens forts, c'est-à-dire les membres de leur famille, leurs amis, voyaient moins leurs amis parce qu'ils passaient trop de temps, c'était l'explication proposée par Kraut, trop de temps à dialoguer avec des personnes qui étaient aux antipodes. Robert Kraut a eu l'honnêteté de revenir sur son étude. À la fin des années 90, il a réinterviewé les mêmes familles, et là il s'est rendu compte que la corrélation qu'il avait constatée entre usage d'Internet et solitude, désocialisation, rupture des liens forts n'était plus là. L'explication qu'il a proposée était la suivante, que quand on commence à se servir d'Internet,
on a besoin de consacrer à ça vraiment un effort cognitif important. Ce qui implique évidemment qu'on passe plus de temps à apprendre comment se servir, à apprendre aussi les codes sociaux, ce qui peut-être, et à l'époque c'était vrai, un moment de mise entre parenthèses de certains liens, lesquels liens ne disparaissent pas pour autant. Comment tu expliques que cette représentation soit aussi résistante dans nos têtes, dans l'état d'esprit général, dans les questions qui sont posées sur Internet, sur l'idée qu'il y a forcément un effet de balancier, si on n'est plus sur l'écran, on doit être moins présent dans le dialogue. Oui, là tu pointes un mythe qui est vraiment difficile à déloger, qui est... Alors, ça c'est une vision, c'est la vision hydraulique, ce que j'appelle vision hydraulique. Très belle expression dans l'ouvrage, vision hydraulique. La vision hydraulique consiste à dire que, encore aujourd'hui, on s'imagine que l'articulation entre interaction en face à face, ce qu'on appelle IRL, in real life, et interaction sur Internet, soit comme deux vases communicants. La question est que, bon, c'est une question de sensibilité, sensibilité sociale. Il y a un changement qui s'est mis en place dans nos propres sensibilités, mais c'est vrai qu'il y a encore des très fortes résistances. Notre travail aussi de faire évoluer ces sensibilités, de montrer que non, on n'est pas face à deux mondes différents, on est face à un seul univers d'interaction qui est un univers dans lequel on a ce qu'on appelle une coexistence assistée par les ordinateurs, tout simplement. Donc on a une manière d'avoir des interactions qui sont médiatisées par les dispositifs dont nous disposons, lesquels sont des objets du monde, sont des objets de notre monde et pas d'un empiré désincarné. Je pense qu'il y a des moments fondateurs de cette rhétorique qui sont, par exemple, l'essor des réalités virtuelles au début des années 90, où on avait vraiment besoin, pour accompagner cette innovation sur le plan industriel, d'un discours fort. Et donc, en gros, l'idée de dire on est maintenant capable de pénétrer la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est resté là. Et donc aussi les conséquences en termes de l'imaginaire de la socialité, donc l'imaginaire qu'il y ait deux mondes sociaux et que ces deux mondes-là soient connectés comme deux vases communicants.